sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle interview et je reçois dans mon podcast Feedback Tiffany. Tiffany, tu vas voir, c'est une personne qui est en poste actuellement à la SNCF et j'ai décidé de l'inviter parce qu'elle a un parcours, je trouve, qui est hyper intéressant. Je suis persuadée que tu vas te reconnaître dans tout ce qu'elle va partager sur ce qu'elle a connu pendant toute son évolution en tant que manager. Et je tenais aussi à l'inviter parce que je l'ai croisée sur LinkedIn en parlant du lean management. Et il me tenait à cœur de l'inviter pour parler de ce sujet avec nous pendant quasiment 1 heure ensemble. Le lean management, qu'est-ce que c'est? Comment toi tu peux l'utiliser en tant que manager avec ton équipe, avec tes collaborateurs pour créer de la performance? Parce que c'est ça, l'objectif du lean management. Je te laisse du coup avec notre interview avec Tiffany et on se retrouve à la fin de l'épisode. Bonjour Tiffany, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast. Je suis sûre que tu as plein de choses à partager aux auditrices de Feedback. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. On a plein de sujets à aborder. Ton parcours professionnel est un parcours très riche, mais aussi on va aborder le sujet du lean management, puisque c'est comme ça en fait qu'on s'est un peu croisés sur LinkedIn, c'est via ce sujet-là. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu manager? Voilà, raconte-nous un peu qui tu es et ton parcours professionnel. Alors déjà, bonjour et puis merci de m'accueillir. Alors moi, de façon presque assez logique, j'ai un bac scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur en mécanique et production du côté de Metz et j'ai eu la chance de faire le cycle ingénieur en alternance. Et donc pendant cette alternance, j'étais dans le domaine de l'automobile. Voilà, donc je ne sais pas si on peut donner les marques, mais bon, voilà, en tout cas une grande marque française. Voilà. On n'est pas sanctionné par le CSA ou quoi que ce soit, tu peux dire comme tu veux. Non, voilà, donc j'ai fait mon alternance chez Renault, donc en usine terminale, dans le véhicule utilitaire, avec une option logistique, donc plutôt vraiment orientée très technique. Et puis après, arrive la fin des études, je reste chez Renault et puis quelques années après, moins de 2 ans après, je quitte l'entreprise et j'intègre le groupe SNCF. D'abord dans le domaine de la maintenance des trains, à l'époque d'une grande vague d'embauche, si tu veux, d'ingénieurs méthode, justement, qui avaient des compétences en lean management. Et puis après, j'ai fait pas mal de postes, à peu près tous les 2 ans et demi dans le groupe SNCF. Et ça fait aujourd'hui 15 ans que j'y suis, donc j'ai fait quelques postes. Et effectivement, il y a eu un vrai tournant un peu dans ma carrière quand j'ai pris mon premier poste de management. Alors management hiérarchique, parce qu'avant je faisais beaucoup de management de projet, donc tu manages aussi, du transverse, c'est une autre façon de faire. Enfin, en tout cas, ça nécessite d'autres compétences, on va dire ça comme ça. Complètement, ouais. Et puis voilà, et mon premier poste de manager, c'était un peu compliqué, forcément. En plus, c'était dans une boîte qui est à l'opposé de ce que tu as connu dans le privé, parce que passer d'une boîte privée à une boîte publique, il y a quand même un peu de différence. Voilà, et puis, et en fait, assez compliqué, et en même temps, je me suis dit, en fait, c'est évident. C'est ça, quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris sur moi, sur mes capacités aussi. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, le fait d'avoir osé prendre ce poste-là, parce que pour le coup, c'était un poste un peu compliqué. Et puis voilà, quelques années après, j'enchaîne les postes où j'ai du management. Et en fait, difficile de m'imaginer ça aujourd'hui, vraiment. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu? Alors déjà, tu as dit que ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur toi. Donc déjà, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu te dises, j'aurais du mal à imaginer ma vie sans management. Est-ce que tu peux nous détailler par rapport à ça? Eh ben, écoute, en fait, avant, je voyais des managers, parce que j'ai aussi une expérience
Quand j'ai fait un DUT en fait avant l'école d'ingénieur et j'étais chez Peugeot. Pour le coup, j'ai fait tous les constructeurs français. Je me suis dit allons voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Non, je plaisante. Et après les voitures, les trains. On Voilà, est toujours dans le transport. Exactement, de plus en plus écologique en plus. Ouais. Non, et en fait chez Peugeot, j'ai eu un chef de service, un chef de département même, et en fait il m'a beaucoup inspirée. Je crois que moi j'ai construit mon parcours aussi un peu sur des rôles inspirants, sur tout ce que j'ai entrepris, alors pas que en management, mais me dire que c'était possible, ou me dire tiens c'est vachement inspirant, j'aimerais bien un jour être là, ou un jour pouvoir faire ça, ou être capable de faire ça. Et en fait, il y avait ce côté très... Enfin, moi, il m'avait donné envie, tu vois, de me surpasser, de sortir de vraiment de ma zone de confort pour y aller. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais être cette personne-là qui embarque une équipe comme ça, qui permet, tu vois, d'être out of the box, quoi. Tu vois, vraiment, mais le permettre, en fait. Parce qu'il y a l'initiative que tu prends, mais il y a aussi le fait que tu rendes ça possible et que tu le permettes. Donc voilà. Et puis, c'est avéré que ce jour-là est plutôt arrivé du coup chez SNCF, où j'ai pris effectivement un poste de manager. Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, ce poste-là en particulier? Enfin, des trucs, je pense, je m'imaginais vraiment pas. Si tu veux, c'est une compétence que j'ai vraiment acquise, c'est le savoir dire non. Ah, hyper intéressant. En fait, j'ai compris que c'était pas un gros mot, tu vois, que c'était possible dès lors où effectivement, il y avait le contexte évidemment. Dire non pour dire non, ça n'a aucun sens ni pour celui qui le dit ni pour celui qui le reçoit évidemment. Mais du coup, et ça c'est grâce au lean. Enfin, le lean, le fait, voilà, de pouvoir expliciter, factualiser le non, ça rend les choses vachement plus simples aussi. Et voilà, donc savoir dire non, ça c'est vraiment... Et je pense que c'est un truc qui m'a sauvée aussi pour pas m'enliser, tout simplement aussi, hein, à un moment donné. Alors, sauf si t'es le patron de la boîte, mais quand t'es sur du middle management, en vrai, t'as plutôt tendance à dire oui, à prendre tout, à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et en fait, c'est pas jouable juste pour le fait de te préserver déjà, en tant que personne. Du coup, de préserver ton équipe. Si toi, t'es pas le capitaine du bateau... je veux dire, l'équipage peut pas suivre, quoi. Donc voilà, donc savoir dire non. Et puis, et ça c'est plus après, c'est pas forcément sur mon premier poste, mais plus après. Enfin, des choses que moi j'étais très cartésienne, hein. Enfin, je veux dire, au début, tu sors de l'école, même si tu avais une expérience quand même, t'es très très cartésienne. En plus, tu vois, t'as fait des études techniques, donc oui. C'est encore différent qu'une école, peut-être, tu vois, de commerce ou de choses comme ça. Mais là, j'étais vraiment, 1 + 1 = 2. À aucun moment, je me suis imaginé que ça pouvait faire 11, tu vois. Et en fait, je pense que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais quelqu'un de créatif. Et de faire confiance, là, ces dernières années, vraiment à mon intuition. Donc, tu vois, mais c'est parce que j'ai eu ces postes-là. Et en fait, je me suis dit, tu vois, pareil, intuition, c'était jusque-là un mot un peu vague pour moi. Un gros mot, ouais. Le deuxième gros mot, tu vois. Ouais. C'était... Et en fait, non, et du coup, je me suis beaucoup intéressée aussi. J'ai lu pas mal de choses sur l'intuition, tu vois. Enfin, j'ai lu un bouquin très, très intéressant, d'ailleurs, là-dessus. Et en fait, ouais, c'est une compétence... dingue en fait, parce que ça te permet beaucoup de choses, ça te permet aussi parfois d'aller plus vite sur certains sujets. Après, c'est évidemment, hein, tout est aussi question de confiance en soi. Hein. On va pas vendre du rêve non plus, hein. Mais c'est sûr, si t'as pas fait ce travail-là, tout est plus compliqué, mais pour tout, pas que sur un poste de management, quoi. Voilà, c'est vraiment les 3 grandes choses que j'ai vraiment apprises sur moi, quoi. Ouais. Ah, génial. Et du coup, avant qu'on rentre plus dans le sujet du lean management en tant que tel, à t'écouter, on dirait que l'évolution a été facile. Voilà, c'est limite une route toute tracée, presque, la façon dont tu le présentes. Mais du coup, est-ce que tu as rencontré des difficultés Alors peut-être que je vais avoir un a priori en te posant la question, mais voilà, le côté peut-être est technique, peut-être un milieu assez masculin aussi, la partie automobile. Est-ce que t'as ressenti des difficultés par rapport à ça? Est-ce que tu as connu peut-être d'autres difficultés aussi dans ta carrière au niveau du management? T'es passé par quelles étapes un peu plus compliquées? Alors après, ça dépendait évidemment du contexte et puis des personnes, hein, que tu rencontres. Hein. Souvent, c'est ça qui rend les choses plus ou moins faciles. Mais j'ai pas. Pourtant, je suis très engagée pour l'égalité femmes-hommes. En tant que manager, j'ai pas forcément ressenti
enfin en tant que manager femme, ressenti. On m'a pas testé là-dessus. J'ai pas eu ce sentiment-là. Pas en tant que manager en tout cas là-dessus. Donc bon, voilà. Mais c'est un sujet qui existe aussi parce que en fait, après, t'as tes propres biais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une nana dans la technique, est-ce qu'il faut pas faire 3 fois plus ses preuves? Parce que à un moment donné, quand t'es avec un dépanneur sur un train, tu te regardes avec des grands yeux, tu vois. Enfin, où est-ce que je me situe? Je suis qui? Pourquoi je suis là? Parfois, voilà, tu vois, un peu presque le complexe, enfin le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'ai vraiment pas ressenti ça en tout cas pas sur mes postes de management. En revanche, il y avait quand même ce côté premier poste, tu vois, enfin premier poste et plus jeune. Ça, je l'ai quand même ressenti. Mon premier poste de management vraiment hiérarchique, on va dire ça comme ça, à la SNCF, j'avais une équipe de 35 personnes, c'était 35 hommes. Déjà, et j'avais des vieux briscards aussi. Donc, je veux dire, il y en a qui étaient même à aller entre 10 et 5 ans, enfin, tu vois, 5-10 ans de la retraite. Alors, c'est loin et c'est proche en même temps, surtout quand c'est 5 ans. Voilà, qu'est-ce que j'avais à leur apprendre en vrai? T'avais quel âge, du coup? Eh ben, j'avais 27 ans. 27 ans, ouais, 27-28 Moins de 30 ans. Ouais, moins de 30 ans. C'est vrai qu'on se pose forcément la question quand ça arrive, ouais. Bah parce que moi je me suis très vite projetée aussi en me disant tiens, si moi j'étais dans leur cas, est-ce que j'aurais un sujet de légitimité? Et en fait, ouais, tu peux te raconter des histoires en te disant mais non, pas moi, je suis au-dessus de ça, etc. Mais en fait, je me suis dit bah en fait ouais, en fait je me poserais la question de dire tiens, je l'attends sur quoi et qu'est-ce que ça va m'offrir en fait de travailler avec une personne qui est vachement plus jeune que moi, etc. Et je t'avouerai que c'était très difficile au début sur ce poste-là. Enfin, je pense que c'est difficile quand tu rentres tous les soirs pendant 2 mois et tu pleures chez toi, quoi. Tu pleures en disant mais jamais j'y arriverai. J'avais une grosse crainte, c'était autour de la sécurité. J'avoue que, enfin, tu sais, j'avais une équipe qui m'a testé dès le début, c'est-à-dire on me parlait pas pendant. Enfin, t'es sur le terrain, t'as une équipe, ils te disaient oui ou non pour, on va dire les obligations légales presque, mais sinon rien, quoi. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Après, il y avait un historique qu'il fallait pas nier aussi. J'étais quand même en 10 ans, j'étais le 8e manager. Tu vois, tu sens le sujet, quoi. Oui, donc ils devaient se dire, bon, allez, ça là va pas durer longtemps, on va l'avoir pendant 3 mois sur notre dos et après c'est fini, quoi. Voilà, donc on la teste un peu, etc. Et en fait, c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que j'attends d'un manager? Enfin, en plus, pour le coup, j'avais réfléchi à tout ça avant, évidemment, qu'est-ce que j'attends, etc. Et en fait, moi, j'ai jamais attendu un manager sur de la technique ou sur de l'expertise comme moi, parce que c'est pas son rôle, sinon enfin voilà. Et donc, c'était vraiment sur la partie management. Et la partie management, pour moi, c'est engager, c'est fédérer, c'est emmener, c'est développer les compétences. Tu vois, c'est aussi quelque part inspiré, mais pas forcément, enfin voilà, sur certaines choses, en tout cas, pas sur tout, évidemment. Et du coup, je me suis dit, go, quoi. Et en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas été faites en termes de management depuis des années sur mes sites de production. Et donc, avant d'exiger quoi que ce soit de quelqu'un, il faut que toi, tu sois clean. Et donc, j'ai remis à plat toute la partie vraiment management. Tu vois, c'était des gens, ils n'avaient pas d'entretien annuel depuis 10 ans. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue considération, tout ça, c'était vraiment aussi, ça heurtait mes valeurs. Tu vois, je me suis dit, mais en termes de respect, bon sang, c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, donc j'ai remis tout ça, mais ça prend du temps. Enfin, tu vois, c'est pas un truc que tu fais. Ah oui, ça se fait pas en une semaine, c'est sûr. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, t'as les autres qui te regardent en mode allez, vas-y. C'est ça. Non, mais c'est un peu ça. Et puis malgré tout, tu dois avoir tu vois, tu dois sortir, j'étais en maintenance, tu dois sortir les engins à telle heure pour que puisse transporter des voyageurs. Enfin, à un moment donné, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Et puis voilà, moi, après, j'ai quand même. C'était bien que je prenne ce poste-là à ce moment-là. Je pense que si je l'avais pris 4-5 ans plus tôt, pas sûr que ce soit au final une belle expérience, tu vois. Parce que entre-temps, j'avais quand même acquis certaines compétences. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas d'être très au clair sur mes valeurs et donc de pouvoir poser les limites aussi. Et en fait, à partir du moment où tu poses le cadre, où tu poses les limites, en fait, on a réussi à collaborer d'abord, parce que je pense qu'il faut vraiment parler de collaboration. Et puis après, on a pu construire des choses. Après, ouais, il y avait un vrai sujet, mais il y a quand même le sujet de l'exemplarité. Je pense que exiger des autres ce que t'es pas capable de faire toi-même. Oui, ça commence par là. La crédibilité, elle passe par là. Ouais. Alors attention, exemplarité ne veut pas dire, comme tu l'as dit,
tout savoir, tout connaître, Exactement. être expert de certaines choses. C'est complètement différent. L'exemplarité, c'est pas ne savoir tout faire, mais ça passe effectivement par faire ce qu'on dit déjà. Complètement, ouais. Et c'est hyper important, ça commence par là, effectivement. Sinon, la crédibilité derrière est assez compliquée. Et l'exemplarité, c'était tout simplement aussi de dire je ne sais pas, en fait. Mais par contre, je vais aller chercher la réponse pour te la donner. Et du coup, ça rend, à partir du moment où tu fais des choses proprement, ça montre que c'est possible. Et du coup, ça donne le droit de le faire aussi pour eux. Moi, j'attendais pas d'eux qui me disent tout le temps qu'ils savaient tout, qu'ils pouvaient tout faire, etc. Mais par contre, ne me vends pas du rêve. Soyons honnêtes et puis on fait les choses ensemble, quoi. Et du coup, on était, on rentrait dans une vraie relation du coup qui était beaucoup plus saine et on a construit des choses très sympas. Ah, j'aime beaucoup ton partage en tout cas. Vraiment, en toute transparence et tout de comment ça s'est passé, parce que c'est vrai que on sait que le management c'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais c'est vrai que des fois ça peut être très dur et on se dit mais je suis la seule à vivre ça, pourquoi j'y arrive pas, les autres ils y arrivent et en fait c'est souvent que de la façade parce qu'on voit que la partie au boulot. Et effectivement, il y a des moments où c'est dur. Et moi, je l'avoue aussi, hein, il y a des soirs où j'étais fatiguée, j'étais épuisée, je voyais pas les solutions devant moi. Et oui, des fois, on craque. Moi, ça m'est arrivé effectivement de pleurer des fois pendant des semaines d'affilée parce que je voyais pas de solution, je voyais pas comment m'en sortir. Hein. Donc, je te remercie déjà de partager ça parce que on se dit des fois si on est toute seule à vivre ça. Et donc, rassurez-vous, les personnes qui nous écoutent, vous êtes loin d'être seules si jamais vous vivez cette situation-là. C'est loin d'être facile. Si on commence le sujet du lean management, alors c'est un gros sujet. On va pas pouvoir tout balayer en un épisode de podcast, bien évidemment. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un énorme sujet. Donc, c'est juste pour le présenter rapidement et que les personnes qui nous écoutent puissent en faire une idée et savoir si ça pourrait les inspirer pour leur management au quotidien. Est-ce que tu peux nous parler du lean management? Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment tu en as entendu parler? Pourquoi tu as embrassé, on va dire, cette façon de manager? Alors, ouais, il y a plusieurs choses. Alors, il faut qu'on fasse très simple, je pense, parce que sinon, justement, souvent, c'est une des idées reçues, c'est hyper compliqué, etc. Donc, le lean management, finalement, c'est une grosse boîte à outils qui permet d'améliorer de façon continue ta performance opérationnelle. Et donc derrière performance, il y a plein de choses. Il y a la performance humaine, parce qu'en fait c'est ça l'enjeu quand t'es manager. Du coup il y a la performance du produit, du service que tu délivres. Enfin voilà, donc c'est vraiment très 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 global. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une boîte à outils. Et comme toute boîte à outils, déjà il faut savoir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire moi je connais lean management, je connais les outils, mais si je veux planter un clou avec un tournevis, ça va commencer à poser problème, quoi. Pourtant, c'est une boîte à outils, il y a bien des clous et il y a bien des tournevis. Donc, c'est juste qu'il faut quand même appréhender ça par de la formation. Ça, c'est une chose qui est importante. Comment moi j'ai été formée à ça? En fait, c'était déjà dans mon parcours en école d'ingénieur. Parce que souvent aussi, ce qu'on voit, c'est que le lean management, il est très, très, très adapté dans le domaine industriel, type chaîne de production, voilà. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une méthode issue de Toyota. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est issu de l'automobile, à la base, donc oui. Donc forcément, ça a été pensé pour ça, c'est très efficace. Une fois que tu connais les outils, tu peux vraiment dégager de la performance. Et moi, je me sentais bien là-dedans parce qu'il y avait un cadre, parce que c'était mon esprit cartésien dont je parlais tout à l'heure. Franchement, ça pouvait que matcher entre le lean management et moi. Ok. Là-dessus, c'était pas du tout un sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que au bout d'un moment, tu dis pas je fais du lean management. Au bout d'un moment, tu dis pas tiens, j'utilise un outil du lean management. En fait, c'est dans ta façon de faire, dans ta façon d'être devenu en tout cas. Et en fait, j'applique tout simplement les principes en tout cas du lean dans mon style de management. Et du coup, moi, ça me pose. Je sais qu'à tout moment, tu sais, tu peux déclencher un truc qui va t'aider, en fait. Ça aussi, c'est important quand t'es manager. C'est rassurant. C'est rassurant, complètement. Enfin, tu te dis, il y a forcément une solution.
Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, à partir de ce principe-là, c'est rassurant. Et donc, forcément, tu trouves l'outil qui va bien. Évidemment, tu as des outils, on va dire, entre guillemets, quand tu amorces un problème ou quand tu veux être beaucoup plus expert dans le problème, etc. Mais c'est un peu comme tous les outils. Hein. Tu peux avoir plusieurs niveaux, etc. quoi. Donc, voilà. Donc, moi, les principes du lean management, le premier principe, c'est l'exemplarité. C'est exactement ce que j'allais te demander. Est-ce que tu pouvais nous en citer 2 ou 3 pour qu'on puisse avoir un ordre d'idée? Alors, quand tu dis premier principe, c'est l'exemplarité. Bon, je pense qu'on vient d'en parler. À un moment donné, voilà, c'est la base. Tu peux pas dire des choses que tu feras pas ou dire tout le contraire ou exiger des choses que tu ne feras pas. Donc ça, c'est la première des choses. T'as aussi 60% tout de suite, la perfection plus tard. Ah, vas-y, rentre dans le détail. Vas-y, ça m'intéresse, ça. Ça, je suis sûre que ça va parler à plein de gens, ça. Non, mais parce qu'on a quand même dans une culture où on veut être parfait, voire parfaite. On veut que quand t'engages un truc direct, hein, parce qu'on est dans une culture aussi de performance de toute façon. Et de l'impatience. Et de l'impatience, voilà. Ça, c'est le truc, voilà. Alors, si tu veux être impatient, le lean est fait pour toi, parce que mais il faut que tu t'engages tout de suite. C'est-à-dire que il faut que tu mettes en œuvre des choses, même si tu sais que ça va te rapporter 60%. Et quand on dit la perfection plus tard, en fait, en vrai, la perfection, elle n'existe pas. Donc, c'est pour dire engage-toi. Enfin, tu vois, essaye, teste, et puis tu mesures. Par contre, il faut mesurer. Le lean, c'est tout le temps de la mesure. C'est pas on se lève un matin, on pense que ce serait peut-être bien on lance le truc et puis ça s'arrête là. Non, il faut qu'on soit capable de mesurer ce qu'on produit ou en tout cas ce qu'on teste. Donc, tu vois, quand tu dis ça, c'est juste génial parce que ça permet aussi de remettre le curseur au bon niveau, mais ça nécessite l'engagement. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, quand on est formé au lean, faut pas être formé et puis qu'il se passe plus rien après parce que t'attends que les planètes soient alignées, enfin, tu vois, à un moment donné, on le sait dans nos boîtes, enfin, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, qui a un long fleuve tranquille? Personne. Ah oui, non, faut être réactif, faut s'adapter, faut amener de l'innovation, faut amener du changement, Et l'amélioration continue, une fois que tu t'es dit, en fait, l'amélioration continue, c'est-à-dire que la perfection ne l'atteint jamais. Il y a toujours possibilité de s'améliorer, déjà parce que ce que tu crées ou ce que tu produis, ça correspond à des attentes en général. Tu as des clients en face, ça répond à des attentes à un instant T. Mais les attentes des clients, c'est très volatile aussi. Hein, ça dépend de beaucoup de choses. Et puis alors, je te parle pas de l'avant, l'après-Covid. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là à prendre en compte. Et du coup, le lean permet quand même aussi d'être capable de t'adapter. Donc ça permet quand même une agilité. À partir du moment où tu maîtrises les outils, après t'as plus l'impression d'utiliser un outil spécifiquement. C'est vraiment le truc. Ah ouais, bah ok, j'ai ça, hop, c'est ça qu'il faut que j'utilise, que je mette en place, etc. quoi. Et quand tu es avec tes équipes, est-ce que tu as une démarche? Alors je sais pas s'ils sont déjà au fait ou sensibilisés au lean management. Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Comment tu communiques avec eux? Est-ce que tu manages juste et t'en parles pas? Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça dépend vraiment des sujets. Dans toutes mes équipes, au bout d'un moment, tu es obligé d'en parler en tant que lean parce qu'il y a un peu de la résolution de problèmes. Aujourd'hui, alors je sais pas toi par rapport à tes expériences, mais c'est vrai que moi, quelles que soient les entreprises que j'ai fait, c'est t'as un problème, tu cherches un plan d'action. Alors on est les rois du plan d'action. Tout à fait. Et ben le lean management, il met un petit truc entre le problème et le plan d'action direct. C'est quand même, tu vois, un peu d'analyse, un peu de prise de recul. Voilà, un peu aussi de définition du degré, quoi. Le problème, il est, tu vois, il est petit ou il est grand, parce que derrière, tu mets pas la même armada, quoi, si tu veux. Oui. Tu vas pas avoir le même effort, tout à fait. Voilà. En fait, aujourd'hui, on a un problème, on veut mettre un plan d'action. Ok, mais le problème, il nécessite quand même de pouvoir l'évaluer parce que ton plan d'action, il va peut-être être beaucoup plus important en fonction du problème. Donc ça, c'est vraiment. Et donc comme j'ai là, en plus, voilà, actuellement mon poste fait que tu peux gérer pas mal de problèmes. Et ben il faut quand même avoir les techniques de résolution de problèmes, les vraies techniques de résolution de problèmes. Et donc des petits outils. Alors je sais pas, on a peut-être déjà entendu la méthode des 5 pourquoi. Vas-y, tu peux détailler. Moi, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus ou une newsletter là-dessus, mais vas-y, détaille pour celles qui ne l'auraient pas lu ou reçu ou qui connaîtraient pas, tu vois.
Les 5 pourquoi, moi j'appelle toujours ça, pour rendre ça accessible, la technique de l'enfant de 4 ans. En fait, les enfants de 4 ans, ils appliquent déjà la technique du 5 pourquoi. C'est-à-dire que quand ils te posent une question et que tu leur réponds, tu as au moins 4 à 5 pourquoi derrière. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? En fait, c'est exactement ça. Parce que du coup, donc en fait, on fait émerger un problème et on se demande pourquoi ça? Et quand on a une réponse, pourquoi cette réponse-là? Et quand on a une autre réponse, et en fait, il a été prouvé que au bout de l'escalade du 5e pourquoi, normalement, tu arrives à la cause racine. Et c'est sur cette cause racine-là, qui est parfois très loin de ta première question, qui fait que tu vas réellement t'attaquer à la source du problème. Oui, et pas faire un pansement et de vraiment agir en profondeur, même si peut-être que ça prend plus de temps. Mais tu vas pas être là en mode éteindre les feux, mais vraiment agir sur le cœur du problème et pas juste « Allez, on met un petit pansement, là, on désinfecte et on passe à autre chose ». Ça permet d'agir plus en profondeur. Après, c'est ce que je dis toujours, pour avoir travaillé du coup dans l'automobile vraiment avec ces outils-là, souvent quand tu as un problème, tu mets un premier pansement, mais tu es conscient que c'est un pansement, tu es conscient que c'est une mesure immédiate, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie de toute façon, mais après, tu sais qu'il y a une vraie technique pour aller à la cause racine du problème. Voilà, donc c'est des petits outils comme ça, et je leur ai prouvé et je leur ai montré que si on s'était arrêté au premier truc, on aurait passé du temps et du temps à mettre en place une action qui n'aurait jamais porté ses fruits, donc on se serait remis autour d'une table, etc., etc. Et donc c'est là où tu vois la performance, c'est-à-dire à un moment donné, d'ailleurs c'est Einstein qui disait non. Si j'avais un problème à résoudre, je passerais, en 1 heure, je passerais 80% de mon temps à préparer et à définir le problème, et en fait, les 20 autres vraiment à rentrer en action pour le résoudre. Je sais plus si c'est Einstein ou pas, mais oui, ça me parle, cette citation. Mais je sais plus si c'est lui, mais oui, tout à fait, ça me parle, ouais. Mais voilà, et je trouve ça hyper important, parce qu'on est tellement à vouloir aller dans l'action. Alors l'action, c'est très bien de s'engager, de mettre en œuvre, mais à un moment donné, pas n'importe quoi. Enfin, c'est quand même de la dépense d'énergie, donc autant la mesurer et puis la mettre là où il faut, quoi. Ouais. Donc là, tu vois, tu as soulevé un effet direct du lean management. Est-ce que tu vois d'autres impacts positifs dans un service, dans une entreprise, dans une organisation? Ouais, complètement. Enfin, dans du lean, il y a, si tu veux, toujours, on a en tête le lean, c'est de la performance. Donc, à partir de là, qui ne veut pas être performant? En fait, tu vois, c'est ça aussi, c'est quelle approche tu as avec le sujet. Et par exemple, avec toutes mes équipes, à chaque fois que j'ai pris la tête d'une équipe, c'est la première chose que j'ai demandé, c'est est-ce qu'il y avait un rituel ou ce qu'on appelle nous un brief où on parle d'indicateurs de performance, où on parle des irritants, justement des fameux problèmes récurrents qu'on n'arrive pas à résoudre, parce que là derrière il y a peut-être la résolution de problèmes à faire réelle. Et du coup, dans beaucoup de mes équipes, d'ailleurs 100% de mes équipes que j'ai eues ces 15 dernières années, il y en avait pas. Il y en avait pas au sens instance performante. Parce qu'après, tu sais, la sémantique fait qu'on appelle tous des choses un peu la même, mais derrière, il se passe pas vraiment la même chose. Et donc, et à chaque fois, alors au début, forcément, c'est du changement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'elle veut? Enfin voilà, il faut remplir les indicateurs, etc., etc. Pareil, les indicateurs, je te dis qu'il est rouge, je te dis qu'il est vert. Ok, bon ça, un enfant de 4 ans, le fameux qui te pose les questions, il peut te dire, c'est rouge, c'est pas bien, c'est vert, c'est bien. En revanche, l'analyse derrière, et c'est là toute la plus-value. Voilà, c'est comment je suis conscient de ce qui se passe bien et comment je suis conscient de ce qui se passe pas bien, en fait. C'est ça l'intérêt. Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois à la fin, mes équipes ne pouvaient plus s'en passer. Parce que déjà, tu sais que c'est un moment privilégié. Tu sais que tu vas te retrouver. Et c'est tout le temps le même moment dans la semaine. Alors, on a convenu du moment à chaque fois qui va à tout le monde, évidemment. C'est pas une imposition. Ce qui est imposé, c'est de le faire. Après, le camp, évidemment, c'est collectif. Tu sais que tu as ce moment où tu peux faire part de tes irritants et collectivement, peut-être qu'il y a déjà des solutions, etc. Ça te laisse l'esprit beaucoup plus libre le reste du temps, en fait. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, ça va se déverser. Tu sais que tu as à un moment donné une soupape d'échappement. Et ça, franchement, ça fait la différence. Vraiment. Ça n'empêche pas qu'après, tu aies tous les moments privilégiés avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, mais au moins en équipe, tu as ce moment-là. C'est ce que j'allais te demander, du coup, pour les personnes qui aimeraient
mettre en place du lean management, commencer à s'y intéresser, à peut-être appliquer certains principes. C'est peut-être une première action à faire, ce que tu viens de dire et que tu as très bien détaillé. Donc, ça peut être une première étape. Est-ce que tu vois d'autres étapes qui seraient possibles, des premiers pas, tu vois? Vraiment les premiers pas. Alors le premier pas, c'est la formation, parce que voilà, il faut forcément comprendre le sens. La formation, une formation en tout cas bien faite sur le lean, permet de donner le sens. Et quand même, on est tous plus engagés quand on connaît le sens de pourquoi, quoi, comment. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est ce que je disais précédemment, c'est il faut y aller tout de suite, quoi. Si tu vas dans 6 mois, tu auras perdu le sens. Enfin voilà, tu auras toujours une bonne raison de redécaler. Donc il faut s'engager très vite. Et d'ailleurs, quand moi j'ai accompagné des managers sur la mise en place de quelques outils, enfin en tout cas les premiers pas du lean, si tu veux, quand ils revenaient de formation, on les appelait, donc c'était moi ou une personne de mon équipe, on les appelait, on disait ok, quelle date on prend pour démarrer? Mais on allait les aider, on allait les accompagner à démarrer. Et en fait, ils étaient un peu étonnés au départ. Non, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 3 mois. C'est là, sous 15 jours, on se rencontre et on regarde c'est quoi, en fait, la lancée qu'on va donner, en fait, à la suite de ta formation. Donc voilà. Donc déjà, la formation, 2, s'engager très vite ensuite. Et puis, les premiers outils, je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment la mise en place de ce rituel avec des indicateurs de performance, les irritants. Ça, c'est vraiment hyper important. Moi, personnellement, j'ajoute aussi des flops, des tops, mais de l'équipe. Vraiment, c'est de l'équipe. C'est-à-dire, quand on regarde sur la période passée, de quoi on est fier? De quoi on est fier collectivement? Et ce qui est fou, c'est qu'en fonction du niveau de maturité des équipes, à un moment donné, tu as des gens qui disent quand même, moi, je suis vachement fière que ma collègue, elle a fait ça. Tu vois, on en a là, tu vois que tu as déjà un sacré niveau de maturité dans l'équipe, parce que quand tu vois, tu exprimes une fierté pour l'autre personne et pas juste, uniquement personnel, ouais. C'est juste c'est un vrai top. cadeau, Complètement. Et aussi sur la période passée, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, mais vraiment de responsabilité de l'équipe. D'ailleurs, je commence toujours par les flops et les tops, parce que les tops, c'est vraiment la fin de mon rituel. C'est voilà, il faut qu'on finisse sur une bonne note. Ouais. Une note positive. Une note positive pour engager la suite de la journée ou de la semaine en fonction du moment où ça a lieu. Donc voilà, donc je dirais vraiment la mise en place de ce brief, de ce rituel avec l'équipe, même si au départ, c'est toujours perçu comme un truc en plus, ça va me prendre du temps, etc. Oui, de toute façon, l'utilisation d'un outil ou d'une nouvelle méthode de travail, forcément, il y a une part il faut faire une mise de fond. Mais ça, c'est vrai, quel que soit le sujet, en fait, pas forcément que du lean. Mais en vrai, c'est pour en gagner après. C'est quand tu parles de performance, la performance, elle est jamais immédiate. Oui, elle vient sur le long terme et au moins sur le, en tout cas avec sur tous le les court terme. efforts. Ouais. Exactement. Le temps d'aligner l'équipe, le temps, tout ça, qu'on se mette tous finalement sur la même fréquence, quoi, finalement. Donc je dirais ça en premier. Et puis un autre outil qui est vraiment très très bien, que je conseille toujours dans la mise en œuvre rapide avec les managers que j'accompagne, c'est la tournée terrain. La tournée terrain, c'est un outil qui permet de maîtriser en fait ton territoire. Et quand tu dis ton territoire, d'abord, moi c'est ça, mon équipe. Non, ton équipe c'est ça, mais elle évolue sur un territoire et en fait tu te rends compte qu'il y a des interconnexions, tu te rends compte que sur ce territoire-là il y a d'autres personnes, peut-être d'autres services, peut-être des clients, peut-être. Et du coup il y a tout à fait une autre approche. Donc ça permet vraiment de maîtriser son territoire, d'avoir un échange avec les acteurs du territoire qui sont pas forcément que ceux de ton équipe. Et en fait, c'est aussi une instance qui permet de détecter les écarts et de valoriser les bonnes pratiques. Parce que si tu crées des instances où tu racontes à chaque fois que tu vois tout en noir, etc., au bout d'un moment, l'instance, voilà. Mais c'est aussi pour valoriser les bonnes pratiques. Et ça, c'est intéressant parce que valoriser les bonnes pratiques, il ne s'agit pas de dire t'as bien fait ton boulot, ça, on est payé pour le faire, il n'y a pas de sujet, mais c'est d'avoir cette capacité à voir un truc qui est aidant, mais qui n'est écrit dans aucun référentiel. Tu vois, ça fait pas partie du geste qui est métier presque fait pur. naturellement. Exactement. Qui est presque fait naturellement ou qui fait partie des habitudes ou de la culture. Mais qui aide. De deux personnes qui travaillent ensemble ou de l'équipe ou peu importe. Ouais. C'est ça. Et du qui coup, serait duplicable du coup à d'autres personnes ou à d'autres services. Exactement. Sans imposer, mais vraiment à la différence du geste métier qu'il a effectivement et l'application plutôt de référentiel ou de choses comme ça, quoi. Mais c'est pas donné à tout le monde de voir des bonnes pratiques parce qu'on est souvent tellement la tête dans le guidon qu'on reste sur la partie métier, quoi. Et comme tu dis, quand tu disais la balle, comment t'as dit?
La journée terrain, la tournée terrain, la tournée terrain. La tournée terrain, ouais. Effectivement, c'est de se mettre aussi en poste d'observation, sans jugement. Exactement. Et de tenir compte de tous les éléments, vraiment, et de rester dans de la neutralité, de pas subir de biais cognitifs, de oui, mais je sais que ça se passe comme ça, j'ai pas besoin de regarder, j'ai pas besoin de voir. Vraiment de se mettre en poste d'observation. C'est là où tout ressort nettement, ouais. Ok. Détecter les écarts, c'est important, mais il y a toujours, c'est comme tous les outils. En fait, on dit toujours, ouais, c'est pas un bon outil. En fait, il n'y a pas de mauvais outils, il y a de mauvais utilisateurs. C'est pour ça que je mets l'accent sur le sens et de la démarche et des outils, parce que quand tu dis, bah oui, c'est une instance qui te permet de détecter les écarts, à la fin de la demi-heure ou de l'heure de la tournée terrain, quand tu reviens avec une liste à l'après-vert d'écarts, ça donne envie à personne en vrai. Donc en fait, il y a des règles derrière les outils aussi, tu vois, c'est par exemple, ce qui est intéressant, c'est de dire, tu relèves 3 écarts maximum. 3 écarts que tu ne peux pas résoudre en direct live. Tout ce que tu as pu résoudre en direct live, il faut le résoudre par contre, parce que du coup, tu peux pas laisser passer. Et du coup, en réduisant 3, la deuxième règle, c'est que il faut que dans les 3 écarts que tu relèves, il y en a un qui est pour toi. Ça change vachement la donne, hein, parce que du coup, c'est plus une liste à l'après-vert que tu donnes à quelqu'un. Je veux dire, tu t'engages aussi. Et puis donc la valorisation d'au moins une bonne pratique. Hyper intéressant. Et en fait, tu vois, c'est tous ces petits trucs-là qui font que l'instance, elle est performante en fait. Encore une fois, si tu dis tu fais juste une tournée terrain avec un listing de 15 pages d'écart, il n'y a rien de performant là-dedans. Il n'y a jamais personne qui a dit ramène-moi 15 lignes, 15 pages et voilà. Et donc, c'est toujours avoir en tête que c'est un outil qui permet à la performance opérationnelle. Hyper intéressant, ouais. Ok. T'as donné plein de conseils, d'astuces, de méthodes et tout. Moi, j'adore. Bah ouais. Ouais. C'est rassurant, non? Ouais. Alors, je t'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tes différents postes en management t'ont appris sur toi? Qu'est-ce que le Lean t'a apporté et t'a enseigné sur toi? En fait, c'est alors plus que m'a enseigné, m'a confirmé, je pense. En fait, tu sais, quand tu es dans une période où tu te recherches aussi, alors pas que sur ton style de management, mais sur la personne que tu peux être, etc. Moi, le Lean, ça m'a permis de me confirmer que je peux pas agir sans sens. C'est-à-dire que je suis capable de tout, mais il faut que tu me donnes le sens. On pourra aller décrocher la lune ensemble si tu veux, Elodie, mais il faut que tu me donnes le sens. Tu vois, et là, vraiment, le Lean m'a confirmé que j'ai besoin de sens. Donc, à partir du moment où tu sais que tu as besoin de sens, tu l'exprimes. Et donc, quand les gens ils viennent te raconter quelque chose ou te remonter quelque chose, il faut qu'il y ait le sens derrière sur l'action, etc. Ça m'a confirmé que la structure, pour moi, me rassure. Même si j'adore, hein, et j'ai absolument pas besoin que tu me mettes dans une boîte, hein, ça surtout pas, parce que sinon, voilà. Mais par contre, là, il faut une structure, quoi. Tu vois, il faut un cadre de jeu où on te permet les choses. Donc, une fois que tu as tous les outils, tu sais à quoi et tu sais la performance que tu dois atteindre, à la limite, voilà, tu sais que c'est accessible. Donc, ça te permet de définir le cadre, ton terrain de jeu, quoi, finalement, très clairement. Et puis, quand on parle de concret, quand on parle de choses comme ça, de sens, c'est l'efficacité en fait. Enfin, ça c'est pour moi, je peux pas agir dans l'inefficacité, c'est pas possible. Donc derrière, on en revient à la performance. Enfin, je trouve que c'est, mais la performance, quand je disais, c'est pas que des résultats, que des indicateurs au vert. C'est aussi la performance d'une équipe. C'est aussi la capacité à aller au-delà des sujets de prédilection. C'est aussi, tu vois que, je sais pas moi, que tu développes des compétences tu permets de développer des compétences d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. C'est ça la performance aussi. Enfin, tu vois. Donc c'est vraiment ces aspects-là que ça m'a vraiment appris. Je dirais, ça m'a confirmé que j'étais bien là-dessus. Et puis ce côté allier la créativité avec la performance au sens un peu cartésien, tu vois, du terme. Je trouve ça. En fait, ça me ressemble bien dans le sens où c'est improbable, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu mets pas les deux mêmes mots là dans la même phrase, tu vois. Et ça rejoint ce que tu as dit au début, où tu as un esprit très cartésien, mais qui a laissé de la place aussi à de l'intuition, de la créativité, etc. Donc oui, forcément, la façon dont tu le décris, ça te correspond. Ouais, complètement. L'intuition, quand on parle d'intuition, c'est bien...
On va pas faire un cours sur l'intuition maintenant, hein, pas du tout, mais tu vois, c'est bien l'expérience, les expériences que tu as vécues, que tu as enregistrées aussi, et puis aujourd'hui, tu as tel indicateur, telle chose, machin, etc. Tu sais que c'est ça qu'il faut faire. Tu te reposes pas la question au cours d'un groupe de travail, etc. Bon, ce qui par contre est plus délicat, c'est des fois de dire non, on y va, mais attends, t'as pas fait d'études, t'as pas fait de machin. Non, je te dis, c'est vraiment ça parce que tac, 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 et du coup, les gens, des fois, ils ont besoin que ça prenne du temps pour justifier que c'est bon, tout est calé, ouais. Tu vois. Et tout le monde n'est pas au même niveau aussi sur l'intuition, donc c'est pas toujours évident, mais enfin en tout cas voilà, je me sens vraiment comme très à l'aise avec le lean. J'adore accompagner les managers sur la prise en main du lean. Après, je pense que c'est évidemment plus facile quand c'est entre guillemets quand tu baignes dedans depuis longtemps, parce que le sens, tout ça, t'as eu le temps de le digérer. Aujourd'hui, je dis pas je fais du lean. Aujourd'hui, c'est évident et puis point barre. C'est intégré à ta personne presque et naturellement et à ta façon de manager. Complètement. Et puis à la façon de traiter des dossiers, à la façon de traiter des sujets, tout simplement quoi. Quand tu arrives un peu plus tard dans le lean, tu as déjà aussi peut-être d'autres biais, d'autres, tu vois. Donc après on est plus sur de l'apprentissage, on est sur du changement. Et on sait tous, hein, il est plus facile d'apprendre quelque chose que de devoir changer une habitude. Voilà. Donc bon, à partir de là, une fois que t'as admis ça, bon t'accompagnes aussi les managers un petit peu différemment là-dessus, quoi. Ok. On va fermer la parenthèse du lean. Ouais. Et avant de te poser ma dernière question, tu es aussi engagée pour Time for the Planet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Tu as bien regardé mon profil. Tu as bien regardé mon profil LinkedIn. C'est un peu marqué en plein milieu. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que voilà, je voulais aussi t'offrir l'opportunité d'en parler. Et je pense que ça pourrait aussi peut-être déclencher des prises de conscience ou voilà, intéresser certaines personnes qui nous écoutent. Ouais, alors déjà, c'est plus Time for the Planet, c'est Team for the Planet maintenant. Ça a changé parce que voilà, le nom était déjà utilisé pour d'autres choses ailleurs. Bon, bref, juridiquement, on a changé et en fait, Team, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une énorme équipe de citoyens sous l'impulsion de quelques évidemment cofondateurs engagés humainement pour lutter contre les gaz à effet de serre pour notre jolie planète bleue. En fait, on parlait du lean, le fait que ce soit concret, tu vois, que ce soit vraiment opérationnel, concret. Et ce que j'ai adoré dans Team for the Planet, c'est ça, c'est-à-dire que on te parle de transition écologique, on te parle d'écologie, on te parle du climat, que la planète va mal, tu vois, enfin voilà, on voit bien le temps, etc., etc. Et à côté de ça, moi, face à ça, j'y mettais, on nous demande de trier les déchets. Bon. Et du coup, je me suis dit non, au secours quoi. Enfin, c'est pas possible. Et quand c'est pareil. Je suis beaucoup sur LinkedIn avec le réseau, etc. Et j'ai vu passer un des cofondateurs. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux devenir associé de Team for the Planet à partir de 1 €. Il n'y a pas de retour sur investissement, si ce n'est, enfin en tout cas pas financier, mais en dividende climat. Donc c'est dingue. Et en fait, on investit dans des entreprises qui ont établi une technologie qui permet de lutter contre les gaz à effet de serre. Mais comme c'est fait par des ingénieurs, type moi, voilà, et qui n'ont pas un profil d'entrepreneur, c'est pas quelque chose qui ont pu être vraiment monté comme une entreprise et diffusé à l'échelle mondiale. Donc du coup, le cofondateur dit souvent que Team for the Planet, c'est le Tinder du climat, c'est-à-dire qu'on met en relation en fait une solution technologique avec un entrepreneur. Et donc évidemment une solution technologique qui fait ses preuves déjà. C'est pas les balbutiements, c'est vraiment qui fait déjà un peu ses preuves, mais qui manque finalement d'envergure mondiale. Et on met ça face à un entrepreneur. Et quand le match se fait bien, en fait il y a des choses extraordinaires qui se passent. Ce qu'on voit le plus en ce moment, alors il y a pas de pub à faire, mais quand même, c'est par exemple il y a Cool Roof. Cool Roof, c'est quoi? C'est une peinture à base de coquilles d'huîtres qui permet de mettre ça. Tu mets ça sur les toits des bâtiments et ça te permet la réverbération du soleil et donc de gagner entre 5 et 7 voire 8 degrés dans le bâtiment. Donc c'est juste, enfin tu vois, les huîtres, il y en a partout. Enfin voilà. Et donc c'est juste génial parce que du coup tu utilises moins de clim. Enfin voilà, c'est vraiment top. On a aussi Beyond the Sea. Beyond the Sea, c'est la mise en place en fait d'énormes voiles pour tracter des bateaux de marine marchande. Donc qui sont quand même un gros pollueur entre guillemets.
Et du coup, ça limite énormément les gaz à effet de serre. Et en fait, il y a tout un mécanisme de quelque part de citoyens comme toi, comme moi. On peut devenir également évaluateur des projets, c'est-à-dire qu'on est à la manœuvre. C'est-à-dire que, tu vois, ta voix compte. C'est pas une histoire d'orgueil, rien du tout, mais c'est vraiment ta voix compte, c'est du concret, et tu te dis, bah voilà, moi je pense, complètement. Plus que trier les déchets, pour ma part, en tout cas, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais je m'y retrouvais pas dans tous ces outils-là. Et tu vois, je reparle d'outils encore, mais parce que pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Donc voilà, depuis un an, et là, j'en profite, mais ce mois de décembre, en tout cas, voilà, décembre 2023, c'était une grande coalition pour les entreprises. On veut réunir 10 000 entreprises pour qu'elles puissent verser au moins 1 000 euros pour de nouveau avoir une grosse capacité d'investissement, parce qu'on a pas mal d'étoiles, on appelle ça les étoiles dans les sociétés dans lesquelles on veut investir, qui attendent là à la porte pour qu'on puisse investir et leur donner. Voilà. Et le plus qui n'est pas négligeable, c'est qu'on investit dans des entreprises qui luttent pour les gaz à effet de serre, mais qui n'ont pas de brevet. C'est-à-dire que on veut faire de l'open source de façon à ce que une personne en Amérique latine puisse récupérer une innovation, je sais pas moi, de France et le déployer à l'échelle mettre mondiale. en place dans son pays. Ouais, voilà. Ouais. En fait, c'est ça. C'est pour vraiment élargir le champ des possibles. Et avoir des actions qui ne soient pas limitées que dans les méga grosses entreprises ou aux mains des États ou ce genre de choses, qui est vraiment des initiatives locales. Exactement. Okay, c'est hyper intéressant. Ça. Ouais. Ouais, je voulais que t'en parles parce que t'es engagée là-dessus et j'avais vu effectivement que tu le mettais un peu en avant. Ouais. Et ça me paraissait important aussi d'en parler ici et je savais que t'allais très bien le faire. En tout cas, merci. C'est sympa. Avant de nous quitter, j'aime bien demander à mes invités si elles ont une ressource. Donc, ça peut être un livre, une chaîne YouTube, une vidéo, un podcast, peu importe, une personne à suivre qui a pu t'inspirer soit sur le management, soit sur le leadership, peu importe, mais qui a vraiment marqué. Ouais. En fait, pour le coup, moi, je suis vraiment une grande consommatrice un peu de benchmark. Je suis très ouverte sur tous ces sujets-là. Donc j'écoute beaucoup de podcasts, tu en fais partie, à la fois sur le management, mais aussi tu vois un peu sur le leadership au féminin, des choses comme ça. Si là on reste sur le thème du management, moi ce qui encore une fois c'est très concret, donc je pourrais pas. Moi j'ai la grande philosophie, c'est un peu loin de mes mais moi ça me va très bien. Ouais, moi j'aime bien le concret, donc tu peux y aller. Il y a un livre qui s'appelle L'innovation managériale en action, qui est par Francis Boyer, et en fait ça donne plein d'outils pour techniques un peu de management, un peu aussi autour de vraiment de l'innovation managériale, donc des choses peut-être testons, essayons de faire des choses comme ça. Moi, ça m'a aussi aidé à faire pas mal de benchmark avec d'autres entreprises, tu vois, sur le thème du management. Et puis toujours sur le thème du management, peut-être que tu le connais, il y a le livre Dream Team de Ludovic Giraudon. Pareil, c'est très applicable. D'ailleurs, moi, j'avais créé un programme d'accompagnement des managers, et dans ce programme-là, au début du programme, je leur offrais ce livre-là. Et en fait, ils m'ont tous dit, parce que me dit encore un livre à lire, encore un machin, encore un truc. Mais tu sais, oui, mais la petite fée, elle n'existe pas. Enfin, tu vois, part dans les livres. Et du coup, je dis, prenez le temps, lisez au moins, tu vois, les 30 premières pages, et après, on s'en reparle. Et en fait, ils m'ont tous dit, mais en fait, c'est juste génial parce que c'est la vraie vie, en fait. Et c'est ultra concret. Après, je conseille de ne pas se faire le livre en entier d'une traite. Ah bah non. Enfin, c'est costaud. Je conseille plutôt d'aller piocher selon ses besoins, de peut-être faire une première lecture très rapide ou de le survoler, et après d'aller piocher selon ses besoins, puisqu'il aborde le recrutement, il aborde les entretiens, il aborde comment se séparer de certaines personnes, etc. Donc, c'est plutôt d'aller piocher selon son besoin, parce que le livre est très, très, très dense en conseils, en méthodes, en outils. Donc, j'aime bien conseiller d'aller piocher dedans. Et je rebondis sur le premier livre que tu as conseillé. Bien évidemment, je mettrai les liens en description. Je te vois, tu en as peut-être un troisième, mais je rigole sur le premier que tu as cité parce que la prochaine interview de podcast que j'ai enregistrée ce matin avant toi, mais qui va être diffusée après toi, est justement sur les techniques managériales un peu innovantes. Donc, c'est rigolo que tu le cites, puisque 15 jours, dans 3 semaines après l'interview, pour celles qui vont nous écouter maintenant, sera diffusée l'interview avec Manon sur ce sujet-là, puisqu'elle a mis en place pas mal de choses innovantes dans son service RH. Et il y a plein d'idées
à aller piocher dedans. Et c'est un super sujet. On a passé beaucoup de temps à échanger là-dessus. Donc, c'est rigolo que tu cites un livre sur ce sujet-là. C'est hyper intéressant, il y a plein de choses à faire. Ouais, tant que c'est concret, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on a discuté de l'intuition. Pour le coup, si on sent qu'il y a un petit truc ou pas. Voilà, le livre Tous intuitifs de Victoria Pelley-Reimers est super bien fait. Je l'ai eu en formation. Ah, alors voilà. J'ai passé une journée de formation avec elle, elle est incroyable. Génial. Son livre l'est tout autant et ça m'a beaucoup aidé à accepter, en fait, tu sais, parce que des fois, tu te dis, t'es un peu un ovni, en fait, pas du tout, et puis c'est très, pour le coup, ça reste, même si c'est de l'intuition, pour moi, ça reste très concret, et du coup, c'est plus facile. Les mécanismes. Nous, en tout cas, voilà, elle nous avait expliqué scientifiquement presque ce qui se passait au niveau de l'intuition. Et effectivement, j'ai eu la chance de passer une journée de formation avec elle. Voilà. Elle m'avait un peu bluffée parce que je suis très cartésienne, voire même beaucoup trop. Et c'est fou comme effectivement, on se rend compte. Alors, je n'ai pas lu son livre, mais en tout cas, dans ce qu'elle nous avait expliqué pendant la journée, on est tous des êtres intuitifs au final. Il faut juste s'autoriser à l'écouter. Et c'est hyper intéressant puisque on a différents types d'intuition. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le sujet, mais c'était quelqu'un qui était passionnant à écouter. Et donc effectivement, son livre, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Je le conseille aussi. Je l'ai pas lu, mais la personne en tout cas est extraordinaire dans ce qu'elle explique sur l'intuition. Le livre l'est aussi vraiment très bien fait, très accessible, mais très. Ça rend tout légitime en fait. Tu vois, ça te permet d'assumer ce genre de choses. Et puis, alors pour les gens qui comprennent pas que je puisse l'être, j'essaie de le suggérer en lecture. Essaye de me comprendre. Voilà. Mais oui, on a tous de l'intuition en nous. C'est juste qu'il faut savoir l'écouter. Et elle expliquait qu'il y avait 3 types d'intuition et ça peut faire peur, quoi. Ouais. Et non, on l'a tous. Et j'avais passé une super journée. Donc, tu me donnes envie de me replonger du coup là-dedans et de lire son livre. Merci. Tu vois. Notre interview s'arrête là. Je crois qu'on aurait pu parler pendant des heures. Oui. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut échanger avec toi? Dis-nous tout. Voilà, moi LinkedIn, c'est d'ailleurs comme ça que notre belle collaboration a commencé. C'est vraiment je suis très active sur LinkedIn parce que j'ai plein de sujets aussi par rapport à Team Force the Planet, mais aussi à mon engagement sur l'égalité femmes-hommes, etc. Donc vraiment LinkedIn. Pareil, je mettrai le lien de ton profil directement dans les notes de cet épisode. Écoute, merci à toi. Merci à toi, tout le monde qui nous aura écoutés et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.